Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Nathalie Devineau, assistante au service prévention chez Harmonie Mutuelle. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit ce soir, qu'on vous accueille à cette conférence d'1 heure sur le thème « Les dents des enfants, 3 périodes, 3 histoires ». Donc cette conférence s'inscrit dans notre programme national La santé de votre enfant, qui est proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années maintenant, et qui a pour objectif d'accompagner nos adhérents dans leur rôle de parents, de la naissance à l'adolescence. Voilà. Donc jusqu'à mi-décembre, nous vous proposons plusieurs webinaires sur différentes thématiques qui seront animés à chaque fois par des experts de la parentalité pour vous partager des conseils pratiques, des points de repère pour mieux appréhender et accompagner le développement de votre enfant. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui est joint dans la barre de conversation à droite de votre écran ou directement sur le site Harmonie Prévention. Et lorsque les conférences seront passées, vous pourrez également voir les replays qui seront disponibles sur la chaîne YouTube d'Harmonie Mutuelle. Et de toute façon, le replay de ces conférences vous sont envoyés directement dès lors que vous vous êtes inscrit. Voilà. Alors, la conférence de ce soir a pour thème donc la santé bucco-dentaire. Donc, je vais passer la parole au docteur François Thibault, qui est chirurgien dentiste, consultant et créateur de Préventissimo. Voilà. Il collabore régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Donc, François, c'est à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable rencontre. Voilà, merci Nathalie. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Et effectivement, ce soir, je vais vous parler des dents des enfants, des dents de vos enfants. Et pour que ça soit facile à comprendre, j'ai divisé ça en 3 grandes périodes. Et donc, je vais vous raconter 3 histoires. Alors, 3 périodes parce que la petite enfance qui va de 0 à 6 ans est une période d'acquisition, une période d'écoute. Elle est suivie de la période de 6 à 12 ans, qui est la période de la curiosité, la période du dialogue. On peut expliquer, on peut instaurer une véritable conversation. Elle est suivie par la période de l'adolescence, qui est une drôle de période, de 12 à 18 ans, et que j'ai intitulée période de la négociation et des expériences, négociation qui arrive bien souvent sur la table dès qu'il s'agit d'hygiène bucco-dentaire. Voilà. Pour que tout ça soit compréhensible, on va démarrer par un petit chapitre sur l'anatomie et puis le fonctionnement d'une dent et d'une bouche, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que des dents, il n'y a pas que de la gencive, il y a plein de paramètres, il y a plein d'acteurs dans la bouche qui ont tous leur importance et qui peuvent tous subir des influences diverses et variées. Pendant ces 3 périodes-là, je vais vous parler de croissance, évidemment, je vais vous parler de poussée dentaire, d'hygiène, d'alimentation, d'hydratation, de mastication, d'orthodontie, des traumatismes, des addictions et certainement plein d'autres choses. On démarre par l'anatomie et le fonctionnement d'une dent et d'une bouche. Alors, dans une bouche, quand on est petit enfant, on va avoir 20 dents de lait qui vont se développer, se mettre en place, qui seront suivies, et on va voir à peu près à quel âge, par 32 dents définitives. La dent, c'est quand même quelque chose de très étonnant, très bizarre, c'est l'organe le plus dur de tout le corps humain. C'est un organe qui est tellement dur qu'il ne sait pas même se régénérer tout seul. Et un peu comme un iceberg, il y a 1/3 de visible, 2/3 d'enfoui dans la gencive, du moins au départ, sauf s'il y a des déchaussements. La partie enfouie, c'est la racine. Les dents, fichées dans l'os et protégées par la gencive, participent à de nombreuses fonctions. La mastication, évidemment, les aliments, il faut bien les mâcher pour pouvoir les avaler. Les dents, et je vous en parlerai tout à l'heure, participent aussi au phénomène de déglutition quand il s'agit d'avaler des aliments, d'avaler de la salive ou même de l'eau.
Les dents servent pour parler. Hein, vous vous êtes tous rendu compte que pour parler, la langue prend appui sur les dents pour certaines consonnes. Les dents de devant, les dents des côtés, ça dépend. Les dents servent aussi à communiquer, parce qu'évidemment, on parle, mais on sourit aussi avec ses dents. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'un sourire, c'est une poignée de main à distance. Et voilà, ça permet donc de rentrer en contact avec les autres. La dent n'est pas du tout programmée pour se détruire, sauf si on se retrouve dans certaines conditions qui vont mettre à mal le soutien de la dent, os et gencive, et évidemment mettre à mal l'émail dans certaines façons de s'alimenter, où vous verrez, il y a d'autres facteurs auxquels on ne pense pas du tout. Les grandes menaces chez les enfants, évidemment la carie. Hein, la carie, ben, c'est un trou qui se fait dans la dent. Dès que le trou a démarré, il ne s'arrête plus, ça creuse, ça creuse, ça creuse, et ça peut aller profond. Autre risque, la gingivite, inflammation de la gencive. On ne parle pas de parodontite, c'est exceptionnel chez les adolescents, pas chez les enfants. La gingivite est réversible, la parodontite que l'on retrouve beaucoup plus à l'âge adulte, elle n'est pas réversible et va concerner l'os et la moquette qui est sur l'os, donc la gencive, c'est le déchaussement. Le désordre ostéo-articulaire, alors qu'est-ce que c'est que ce grand mot-là? Mais ça va être tous les problèmes articulaires au niveau des articulations qui sont juste devant les oreilles. On va en reparler après. Hein, et la dent est évidemment un organe vivant. Ce n'est pas juste un caillou blanc qu'il y a dans la bouche. Une dent, alors voilà comment ça marche. Un tiers visible à l'extérieur, 2 tiers fichés dans l'os. La partie visible est recouverte d'émail, c'est la couche isolante, c'est très dur, c'est très solide, hein, c'est minéral à 97%. Dessous, une couche de dentine qui est très dure aussi, plus tendre quand même que l'émail. Dans cette couche de dentine, plein de microscopiques, des milliers et des milliers de prolongements microscopiques nerveux qui viennent de la pulpe. Hein, ce qu'on appelle le nerf, hein, c'est la pulpe dentaire, et le nerf, c'est en fait, comme en électricité, trois éléments, une artère, une veine, un nerf. L'artère apporte l'alimentation, la veine fait retourner ça au cœur, et le nerf innerve tout ça. Et ces petits nerfs-là se prolongent dans la dentine. C'est ça qui peut faire froid, qui peut faire chaud, qui peut faire mal quand on y touche. La gencive, elle, sertit cette protection autour de la couronne de la dent. Hein, on différencie couronne de racine. La gencive fait le sertissage et la protection du volume osseux. Le volume osseux dans lequel est creusée une alvéole qui contient la racine étant accrochée par un petit ligament tout autour de la racine, qui vient un peu comme un velcro attacher tout ça à l'os. Et plus profond encore, donc un pédicule vasculo-nerveux qui circule dans l'os et qui vient nourrir la dent, puisque je le répète, la dent est un organe vivant. La gencive, alors voilà une belle gencive, bien sertie autour de chaque dent, avec des petites papilles triangulaires entre chaque dent, qui sont là bien régulières, bien pointues. On a là affaire à une gencive bien saine, rose clair, tout comme il faut. Et là, on devine bien que rien ne peut passer entre la dent et la gencive. Je vous parlais des désordres ostéo-articulaires tout à l'heure. Alors voilà des schémas un petit peu compliqués. À gauche, un crâne avec la mâchoire du bas qui s'articule sur comme une pièce qui ressemblerait à une boule d'attache-remorque et qui vient ouvrir et fermer la bouche. Dans cette articulation, il y a, comme dans le genou, un ménisque, un petit tampon qui est là entre les surfaces articulaires
et qui permet de faire progresser le mouvement de rotation. Quand il y a des problèmes de mastication, une mastication qui par exemple ne se fait que d'un côté, avec une mâchoire qui va commencer à craquer, des dents qui s'emboîtent moins bien les unes dans les autres, tout ça va provoquer un désordre au niveau du ménisque, des craquements vont se faire entendre. On le remarque par exemple quand les dents de sagesse commencent à sortir, bousculent un petit peu l'engrenage des dents, ou alors suite à des extractions de dents de sagesse, quand le geste chirurgical, souvent sous anesthésie générale, quand le geste chirurgical a été un petit peu costaud, un petit peu solide, ça vient abîmer les articulations, s'ensuit un bruit de crissement ou de craquement qui peut être sinistre quand on ouvre et quand on ferme la bouche, quand on mâche du moins. Hein, donc, ça n'est pas rien, c'est à écouter, et il faut évidemment en parler à son praticien. La langue. Alors la langue, c'est un monstre, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'en profite pour vous présenter le livre de Catherine Thibault, qui porte le même nom que moi, mais on n'est pas du tout de la même famille, qui vient d'écrire un excellent livre sur la langue et qui explique tout ce qu'une langue peut faire. Une langue, c'est un organe qui est très bizarre parce que c'est un ensemble de 17 muscles qui ne sont attachés qu'à une seule extrémité. Ça bouge dans tous les sens, c'est recouvert de petites papilles qui permettent de déceler les goûts, acide, amer, sucré, salé et umami. Ça bouge dans tous les sens, ça contribue à la diction, ça contribue à la déglutition, puisque un enfant et donc un adulte par la suite, pour déglutir normalement, doit serrer les dents complètement, première étape. Deuxième étape, la langue monte au palais. Troisième étape, elle ondule vers l'arrière et la salive part dans l'œsophage. La langue, c'est aussi un tel paquet de muscles hyper puissants qu'elle équivaut à un traitement orthodontique à elle toute seule. C'est elle qui va conformer le palais, c'est elle qui va conformer la base des fosses nasales, c'est elle qui va conformer la forme des arcades dentaires et être à l'origine ou pas, si elle est déficiente ou mal placée, mais on va le voir plus tard, de malformations qui nécessiteront des traitements orthodontiques ou plus importants sur l'os. La salive, on en produit entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Elle hydrate toutes les muqueuses, elle permet de digérer, parce qu'il y a des petits enzymes dedans, comme des petits sécateurs, qui commencent à découper tout ce que l'on peut manger. Elle lubrifie, sans elle, on ne pourrait pas déglutir. Elle nettoie par le flux liquide qui se fait sur la surface des dents. Elle tamponne, alors c'est quoi ce mot bizarre? Le milieu buccal doit être légèrement alcalin, neutre, voire alcalin. Si c'est acide, c'est propice aux caries et aux inflammations. Ça n'est pas bon. La salive est là par ses constituants pour neutraliser l'acidité qu'il y a dans la bouche et installer un pH entre 7,4 et 7,6. Sachant que 1, c'est très acide, acide chlorhydrique par exemple, jusqu'à 14, l'ammoniac, très alcalin, très basique. Elle minéralise ou elle reminéralise, parce qu'elle contient du calcium, des phosphates, tout un tas de minéraux qui permettent de protéger en permanence la surface des dents. Ce faisant, elle protège évidemment, et elle permet aussi de réparer la surface des dents à l'échelle microscopique et de cicatriser la gencive ou la langue quand il y a des plaies à ce niveau-là. Le microbiote, on en entend de plus en plus parler, c'est l'ensemble des bactéries qu'il y a dans la bouche. Il y a des bonnes bactéries qu'il faut savoir garder, il y a des mauvaises bactéries qui vont générer des problèmes inflammatoires, des caries, des gingivites. Et ces mauvaises bactéries vont arriver dans des conditions bien précises qu'on va développer tout à l'heure. Et il faut tout faire pour préserver les bonnes bactéries qui, elles, nous rendent service et sont là pour protéger cette porte d'entrée vers l'extérieur. Première étape, première histoire, 0 à 6 ans.
hein, de la naissance jusqu'à 6 ans. Vous allez voir, 6 ans dans l'histoire dentaire, c'est une période charnière. Dans cette période, c'est la période des premiers apprentissages, c'est la période où les enfants vont découvrir le monde, vont écouter, et quand je dis le monde, vont découvrir leur petit monde, hein, c'est la famille, c'est la maison. Ici, il passe plein de choses et les enfants sont très curieux de tout ça. Le premier microbiote, c'est-à-dire les premières colonies bactériennes qui vont s'installer dans la bouche et qui vont déterminer pendant quelques temps, puisque le microbiote va de toute façon évoluer au fil du temps. Ce premier microbiote arrive normalement lors d'un accouchement par voie basse, donc par voie vaginale, et le microbiote vaginal de la maman va ensemencer la bouche du bébé avec des bonnes bactéries qui sont là donc pour protéger. C'est le premier microbiote. Par la suite, ces colonies bactériennes vont évidemment se modifier au fil de l'alimentation, au fil de tous les microbes aussi qui seront déposés sur tout ce que le bébé va porter à sa bouche. Le pouce, la tétine, la petite cuillère, un doigt, tout ce qu'on veut. Mais très important, un accouchement qui se ferait par césarienne, heureusement la césarienne existe, mais ce premier microbiote ne sera pas tout à fait bon pour le bébé. Il va faire beaucoup d'efforts pour se constituer son propre microbiote. Ça peut installer pendant les premières semaines des déséquilibres, notamment digestifs. Alors, le sein ou le biberon, ça c'est la grande question. Eh bien, on fait comme on a envie de le faire. Chaque femme est différente, chaque femme a une envie ou pas, et ça se respecte complètement. La médecine dira évidemment que le lait maternel est complètement adapté et contient toutes les bonnes choses pour nourrir, alimenter le bébé dans ses premiers moments de vie. Le premier lait, le méconium aussi, qui va booster d'un coup d'un seul le système immunitaire du bébé. Bon, les laits aujourd'hui, les laits artificiels, les laits industriels sont quand même maintenant très équilibrés et vont évidemment fournir tout ce qu'il faut pour que le bébé se développe bien. La tétée, en tous les cas, que ce soit au sein ou au biberon, la tétée a un rôle colossal, absolument colossal. C'est comme ça que le bébé va commencer à se forger le début de sa musculature orofaciale. Il va muscler ses joues, il va muscler ses lèvres, il va muscler sa langue aussi. On ne peut pas imaginer l'effort que fait un bébé quand il s'agit de téter. Un adulte serait incapable de fournir cet effort-là aussi longtemps, et c'est normal qu'un bébé s'endorme juste après. Donc la tétée est absolument indispensable pour façonner tout le massif crânio-facial, la bouche, les fosses nasales, tous les conduits qui vont permettre de bien vivre. Chronologie des dents, eh bien, les dents de lait commencent à sortir aux environs de 6 mois. C'est très théorique. Elles peuvent sortir à partir de 3 mois. J'ai vu des enfants qui, à 1 an, n'avaient toujours pas de dents de lait. Ça va s'étager jusqu'à environ 30 mois. Pour faire sortir les 20 dents de lait, donc des incisives, des petites canines et des petites molaires de lait qui seront remplacées par la suite par des prémolaires définitives. Et étonnamment, les dents de lait génèrent beaucoup de douleur à sortir alors qu'elles sont petites et pointues, alors que les dents définitives, elles, quand elles sortent, passent tout à fait inaperçues. Voilà, une bizarrerie que je ne saurais expliquer. L'hygiène bucco-dentaire, alors, comme commencer à brosser dès qu'il y a des dents, dès les premières dents, et j'ai mis une petite rubrique astuce, le conseil que je donne, c'est quand le petit est dans son bain et qu'il sait se tenir assis, c'est dans le bain de jeter
une brosse à dents, une toute petite brosse à dents, il faut bien respecter les tailles et les âges. Le petit ou la petite va s'en saisir, et évidemment la porter à sa bouche, se brosser ou se brossouiller plutôt les dents, la jeter, la reprendre, la jeter, la reprendre. En tous les cas, le boulot sera fait. Avec quels outils? Alors, les premières brosses à dents qui existent sont des... Il y a plusieurs marques qui font ça. C'est une brosse à dents qui s'enfile sur le doigt du parent, avec une petite brosse au bout et qui permet tranquillement de rentrer dans la bouche du petit et de lui brosser les dents, de lui masser les gencives. C'est très astucieux et très pratique. Ensuite, dès que le petit est capable de tenir une brosse à dents la plus petite possible, partant du principe que plus l'outil est petit et plus le boulot est précis. Manuel ou automatique, à cet âge-là, j'aime pas beaucoup l'automatique. Les enfants, on leur mâche, et là je sais de quoi je parle, on leur mâche beaucoup le boulot pour plein de choses. Je pense que c'est important de commencer sa vie dentaire avec une brosse à dents manuelle pour acquérir le geste, pour avoir des sensations qui viennent de la main, donc du cerveau, et non pas d'une machine qui a une batterie. Souvent, les enfants qui ont une brosse à dents électrique s'en servent une première fois jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de piles ou que la batterie soit vide, et très automatiquement repassent sur une brosse à dents manuelle. Donc, une brosse à dents manuelle, sauf à ce qu'il y ait des problèmes de préhension ou un handicap. Là, à ce moment-là, évidemment, une brosse à dents automatique. Alors, automatique, c'est-à-dire électrique, et une préférence pour la brosse à dents automatique, électrique, sonique. Faut pas que la tête bouge, faut que la tête vibre. C'est bien meilleur. Comment? Eh ben, on passe bien partout, en haut, en bas, à gauche, à droite. Ce moment de brossage n'est pas négociable. Si on est en retard pour aller à l'école, ben on se lève 2 minutes plus tôt. Je suis un peu désolé de le dire comme ça, mais c'est souvent la vérité. Le soir, c'est le rituel du pipi, les dents au lit. Dentifrice ou pas, pourquoi pas? C'est pas une obligation. Ce qui compte dans le brossage, ça n'est pas le dentifrice qui est un savon. Ce qui compte dans le brossage, c'est le brossage. Donc, dentifrice ou pas. En tous les cas, il faut en mettre très peu, entre 0 et 6 ans, pas plus gros qu'un petit pois. Surtout pas plus. Les astuces, donc le bain, je vous en ai parlé. Il faut que ce soit un moment de jeu. Donc, brossez-vous les dents en même temps. Parler en même temps, rigoler, cracher dans le lavabo, sur le miroir. Il faut que ça soit drôle. Il faut que ça soit ludique. Et puis, on peut se faire aider par toutes les petites vidéos qu'il y a sur YouTube. Il y en a beaucoup qui permettent de temporiser le temps du brossage. 2 minutes, c'est parfait. À cet âge-là, 2 minutes, c'est déjà très long. Pas besoin d'en faire plus. Il y a des petites comptines très sympas en anglais, en français ou dans une autre langue, mais ça permet d'avoir un petit support, et les enfants aiment beaucoup la répétition. La carie, eh bien, à cet âge-là, ça peut être grave. Les dents de lait, ça n'est pas parce qu'elles tombent qu'elles ne sont pas importantes. Bien au contraire, ce sont elles qui vont contribuer à toute la construction du massif orofacial par leur place, par l'activité musculaire de la mastication. Et même si une dent de lait est un petit peu abîmée, il vaut mieux la laisser que l'extraire, parce qu'elle sert de mainteneur d'espace pour contenir la largeur, la taille des arcades maxillaires et mandibulaires. La carie, principalement, le premier ennemi, c'est le sucre, qu'on retrouve actuellement partout. Le cas le pire, c'est la carie du biberon, un biberon sucré le soir ou même dans la journée. J'avais eu une patiente comme ça qui nourrissait presque exclusivement son petit avec un biberon rempli de Coca-Cola. Je ne vous mens pas, rempli de Coca-Cola du soir au matin. Le petit-déj, c'était du Coca, les repas, c'était du Coca. Et à 4 ans, comme on le voit sur la photo en bas à droite, et encore cette photo est plutôt jolie, j'en ai d'autres qui sont épouvantables. Ce pauvre petit garçon n'avait plus de dents, elles étaient toutes bouffées.
Donc les biberons sucrés pour faire plaisir, pour aider à s'endormir, avec des sirops, du lait sucré, des choses comme ça. Non, 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 non. Le petit pleurera un peu et il finira par s'endormir. Hein. Et le sucre, alors les bonbons, les céréales. Je déteste les céréales au petit déjeuner le matin, qui sont hyper sucrés. Les cornflakes, les chocotrucs, les muesli bazar, je sais pas quoi, avec que du sucre. Il n'y a pas le temps de se brosser les dents. Les petits partent à l'école avec du céréal sucré au caramel collé partout et on se retrouve, comme dans la petite photo en bas à gauche, avec des caries entre les dents partout au niveau des zones de mastication. Hein, souvent, les dents de devant sont épargnées, ce sont les dents du fond qui prennent. Le partage de la petite cuillère, je l'ai mis là aussi parce qu'on parlait du microbiote tout à l'heure, et le microbiote du papa, de la maman ou du frère ou de la sœur n'est pas forcément adapté au système immunitaire et au microbiote du petit, et on ne partage pas une petite cuillère parce que ça voudrait dire qu'on partage les bactéries et chacun ses bactéries et tout ira bien, ou beaucoup mieux. Les bonnes habitudes alimentaires, alors la mastication, on en a parlé un petit peu déjà. Je suis personnellement obsédé par la mastication tellement je trouve son rôle important. Faut arrêter le tout mou. Hein. Dès qu'un petit a toutes ses dents du fond, il faut commencer à lui apporter le plus vite possible des aliments qui se mâchent. L'activité musculaire autour de la mastication, et il faut que la mastication soit symétrique, on mâche bien des deux côtés, absolument. Euh, Toute cette activité musculaire va contribuer à faire grandir le crâne, à ouvrir les arcades maxillaires et mandibulaires, à développer les fosses nasales, toutes les structures autour de la face. Le petit déjeuner, si possible, salé. Pas de petit déjeuner sucré. Le sucre, on n'en a pas besoin. Le sucre tel qu'il est dans les petits déjeuners, confiture, céréales, Nutella, deuxième ennemi public numéro un des dents de nos enfants, euh, et diabète, etc., ce n'est que du sucre. Hein, et pour grandir, on n'a pas besoin de sucre du tout, on a besoin de gras. Un petit qui n'a pas faim le matin, ça n'est pas grave. Il peut partir à l'école le ventre vide, il mangera mieux le midi. Et il vaut mieux partir le ventre vide, je vais peut-être en affoler certains et certaines, il vaut peut-être mieux partir le ventre vide qu'avec du sucre. Le ventre vide, le pancréas va être respecté, il ne va pas envoyer de pic d'insuline pour gérer des quantités monstrueuses de sucre qui arrivent dans la bouche, et il n'y aura pas de coup de barre à 10 heures. Si le petit part le ventre vide, il aura faim à 11h30 midi, mais il n'aura pas faim à 10h. Le goûter, c'est le moment dans la journée, à cet âge-là, où on a l'appel du sucré, et physiologiquement, métaboliquement, le sucre est plutôt bien géré à ce moment-là. Donc, ça peut être un moment où on va apporter un petit peu de douceur sucrée. Le lait, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi? J'ai pour habitude de dire que le lait de vache, il est bon pour le veau, et c'est tout. Hein, ce sont des animaux qui sont quand même beaucoup plus gros que nous. Le lait contient des éléments, des protéines, des sucres qui sont extrêmement gros, qui sont très durs à gérer pour nous et qui peuvent provoquer des problèmes au niveau des intestins et des maladies inflammatoires, hein, même provoquer de l'eczéma. Mon fils était touché petit par de l'eczéma au pli du coude et derrière les genoux. Du jour où on lui a fait arrêter le lait de vache, tout est rentré dans l'ordre. Donc, bon, faut expérimenter. Je pense qu'il ne faut pas en abuser. Un verre de lait correspond, d'un point de vue calorique et richesse, à un repas entier. C'est vous dire si c'est costaud. L'orthodontie, on en a parlé un petit peu. Alors, les signes à dépister, c'est quand
il y a une prolongation trop longue de la succion du pouce ou d'une tétine, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, parce que le poussé ou la tétine va provoquer une béance, comme on voit sur les dents du haut, parce que la langue, alors d'abord parce que un élément qui ne devrait pas être là s'interpose entre les dents, et la langue est bloquée en bas par le pouce ou par la tétine. Ce faisant, elle ne peut pas exercer de pression sur les dents, sur les côtés, et elle ne peut pas exercer de pression sur le palais pour faire grandir le palais et les fosses nasales qui sont juste au-dessus. Souvent, dans ces cas-là, on retrouve des enfants qui respirent par la bouche et qui ne respirent pas par le nez. Respirant par la bouche, ben, ils attrapent tout ce qui passe parce que l'air n'est pas dépoussiéré et il n'est pas réchauffé, ce qu'il est quand il passe par le nez. On doit tous, physiologiquement, normalement, respirer par le nez, d'autant plus que respirant par le nez, l'air frais qui rentre dans le crâne à cet endroit-là vient refroidir le sang chaud qui arrive du cerveau. Un enfant qui respire par la bouche ne refroidit pas son cerveau, comme un moteur de voiture, ça fonctionne pareil. Et ces nuits, il dort dans une pièce à 35 degrés, il fait des cauchemars, il transpire, il ronfle, il bave sur son oreiller, il se réveille mal, il a des cernes, il a du mal à se concentrer à l'école, il a un coup de barre à 15 heures, il a du mal à faire des acquisitions. Peut-être que parmi vous, certains reconnaîtront certains de leurs enfants. C'est strictement un problème respiratoire. La dent de 6 ans, je vous ai dit que 6 ans était une période charnière. Eh ben ouais, la dent de 6 ans qu'on voit sur la photo du bas, c'est la première dent définitive qui arrive derrière les dents de lait sans être précédée par une dent de lait. Elle sort toute seule, elle est très grosse, énorme, elle sera bas bruit sans faire de mal. C'est assez étonnant. Et cette dent-là, la dent de 6 ans du bas, quand elle va venir s'emboîter dans la dent de 6 ans du haut, va faire le premier calage entre les bases maxillaires hautes et basses. Repère extrêmement important pour le calage futur des mâchoires et c'est donc un excellent repère orthodontique. Quand on regarde dans la bouche d'un petit à cet âge-là, à 6 ans, c'est ça qu'on va regarder en premier pour voir si ces dents-là s'emboîtent bien. Deuxième période, ça y est, on a 6 ans, c'est la période de la curiosité, du dialogue, on est curieux de tout, on s'intéresse à tout, on discute un petit peu de tout, on a envie d'apprendre, on commence à donner un petit peu son avis, une période passionnante, étonnante, et là, il faut y aller à fond. C'est vraiment dans cette période-là, cette période de vraie communication, qu'on va pouvoir faire passer tout un tas de messages qui vont contribuer au bien-être et à la santé bucco-dentaire pour la suite. Alors, entre 6 et 12 ans, eh ben, on va perdre toutes les dents de lait, les unes après les autres. Une première rafale, les incisives entre 6 et 8 ans. Alors, certains commencent à 5, d'autres à 7. Il faut savoir que si ça démarre plus tôt, les dents définitives arriveront plus tôt et inversement. Une deuxième rafale entre 10 et 12 ans où les molaires, enfin canines et molaires de lait vont être remplacées par canines définitives et prémolaires, les fameuses prémolaires. Les molaires définitives, elles, ne sont pas précédées de dents de lait. Première molaire, deuxième molaire, on verra plus tard la troisième molaire qui est la dent de sagesse. Donc là, dans cette période-là, entre 6 et 12, 24 dents définitives se mettent en place. Pas 32, parce que les dents de sagesse arriveront plus tard. D'ailleurs, quand je dis 24, j'ai fait une erreur, c'est 28. Et donc, pendant cette période-là, évidemment, la petite souris s'active. J'avais souvent tendance à dire aux enfants, quand je parlais de petites souris au cabinet, ils me faisaient un clin d'œil en me disant « Mais non, la petite souris, elle n'existe pas, c'est papa ou c'est maman. » Je leur disais « Faites semblant d'y croire, ça fait tellement plaisir aux parents. » Entre 6 et 12, quels outils? Eh ben, la brosse à dents, donc toujours adaptée
À l'âge, je dirais même qu'à 10 ans, il vaut mieux prendre une brosse à dents pour les 5-6 ans. Hein. Je vous rappelle que plus l'outil est petit, plus le boulot est précis. Entre les différentes dents, on peut commencer à passer du fil pour éliminer tous les bourrages. Évidemment, pas de brossette, il n'y a pas la place. Le fil dentaire n'est pas toujours facile à utiliser. Il y a des petits systèmes, notamment de la marque Hydropulse, hein, qui propose des petites fourchettes très pratiques avec un fil qui est déjà monté dessus et qui permet de tenir entre deux doigts ce petit instrument-là et de passer très facilement entre chaque dent. On passe le fil toujours avant de se brosser les dents pour libérer tous les espaces entre les dents. Le révélateur de plaque, à cet âge-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien, c'est vraiment astucieux. Ma préconisation, c'est de faire ça en famille, tous les dimanches soirs, par exemple, le dimanche soir étant un moment où on est en famille, on a un petit peu de temps devant soi. Ça va être souvent un comprimé rose qu'on va croquer, qui va faire saliver beaucoup et qui va colorer en rose tous les dépôts de plaques dentaires, cette espèce d'enduit blanc qu'on retrouve collé sur les dents, et qui va donc colorer cette plaque dentaire en rose. L'intérêt du truc, c'est que on va visualiser très nettement les endroits qui ont été mal brossés. Alors c'est intéressant de le faire une fois par semaine parce que ça va permettre d'une semaine sur l'autre de mesurer les progrès qu'on va faire dans le brossage. Intéressant de le faire en famille, surtout qu'on arrive bientôt dans la période d'Halloween. Vous allez voir, c'est quand même très très drôle et on ne se doute pas de la quantité de plaques dentaires qu'on peut laisser. On peut commencer à utiliser l'hydropulseur, qu'on appelle aussi le jet dentaire, qui va permettre de contribuer, après le fil, le brossage, d'éliminer la plaque dentaire. Alors autant le fil et la brosse, moi j'aime bien utiliser ça tous les jours, autant l'hydropulseur, ça peut être le dimanche soir, le moment de s'en servir après le révélateur de plaque. Et la plaque dentaire colorée, je vous rassure, elle s'enlève très bien avec la brosse à dents. Petit avertissement, méfiez-vous pour les vêtements, ça tâche pas mal. Donc il faut faire attention à ça. Quel produit, quel dentifrice? Je vous disais que ce qui est important dans le brossage, c'est la brosse à dents, c'est pas le dentifrice. En quantité, 0,6 ans, on a vu allez, un demi-petit pois. On va dire qu'entre 6 et 12, un petit pois fera l'affaire. C'est bien suffisant. Hein. J'ai pas, y a une marque simple, je crois que c'est chez Elgidium, il me semble, où il y a un révélateur de plaques intégré. Hein, ça peut être pas mal. Elgidium qu'on va trouver en pharmacie. Bain de bouche, surtout pas interdit à cet âge-là, sauf gros problème chirurgical, mais entre 6 et 12, ça serait vraiment étonnant. Dans les bains de bouche, il y a des antiseptiques ou des antibactériens très forts, hein, qui vont détruire tout le microbiote. Donc, on ne l'utilise pas quotidiennement, on ne l'utilise même pas 2 fois par semaine pour avoir une bonne haleine. S'il y a un problème d'haleine, on corrige le brossage, on nettoie bien les espaces entre les dents, on brosse la langue aussi, il faut apprendre à se brosser la langue. Elle est souvent blanche ou avec un enduit dessus. Eh bien, on brosse. Pour la langue, je conseille de la brosser le soir, elle est beaucoup moins réflexe que le matin. Donc si vous n'avez pas envie de voir votre enfant qui fait repasser dans l'autre sens tout le petit déjeuner ou le dîner, voilà, vaut mieux faire ça tranquillement le soir avec une langue beaucoup moins réflexe. Le fluor, vaste sujet. Je ne suis personnellement pas obsédé par le fluor. Ce n'est pas parce qu'on manque de fluor qu'on a des caries. On a des caries parce qu'on a une alimentation et une hygiène qui sont déficientes ou inadaptées. Le fluor va temporairement rendre la surface des dents plus dure. Mais le fluor va disparaître progressivement.
être de nouveau remplacé par le calcium et laissera une surface de dents, surtout à cet âge-là, une surface immature, parce qu'elle ne se sera pas formée normalement, immature à tel point qu'elle sera légèrement plus tendre qu'à l'origine. Donc attention au fluor, attention à ne pas ingérer trop de fluor. Il y a des sels qui sont fluorés, il y a des eaux minérales qui sont fluorées. Dans certains pays, pas en France, je vous rassure, l'eau du robinet est volontairement fluorée. Donc, plutôt que de consommer du fluor, révisons notre alimentation, nos boissons et notre hygiène. La routine, matin et soir, 2 minutes, c'est parfait. C'est non négociable. Hein, il faut passer par là. Si l'état d'esprit jeu a été installé entre 0 et 6, ça va bien passer. Et puis surtout, ça va préparer la période de l'adolescence. Donc, on se sert de ses dents tous les jours. Il n'y a pas de vacances pour les dents. Hein, on mange 365,25 jours par an. Et bien, on se brosse les dents aussi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si on n'a pas de dentifrice, c'est pas grave. On brosse, on élimine avec la brosse à dents. Un truc important, qu'on va retrouver aussi avec le révélateur de plaques une fois par semaine, c'est de faire un contrôle qualité, comme dans l'industrie. On s'est brossé les dents, on a terminé, on s'est rincé, et bien on vérifie dans le miroir si on a bien brossé, s'il n'y a pas de petits dépôts blancs qui restent, s'il n'y a pas un petit endroit de gencive qui est enflammé et qui trahit un endroit qui, depuis plusieurs jours, de façon automatique, n'a pas été brossé, a été évité, parce que quand on se brosse les dents, vous le ressentez tous, c'est un geste qui est très, très, très automatique. Le matin, quand on se lave les dents, on pense à la journée qu'on va passer. Le soir, quand on se lave les dents, on pense à son lit ou à la journée qu'on vient de passer ou à celle du lendemain. Donc, il faut vraiment pallier à cette automaticité et faire un contrôle qualité. S'il reste un petit peu de saleté, on reprend la brosse à dents, en 15 secondes, c'est réglé. L'alimentation entre 6 et 12, de l'alimentation entre 0 et 6 va dépendre bien souvent si on fait un petit bec sucré ou un petit bec salé. Évidemment, moins il y a de sucre, c'est bien. Moins il y a d'aliments ultra transformés, c'est bien. Évidemment, du frais, de la diversité, un petit peu de viande, un petit peu de poisson, des légumes, des légumineuses, des féculents, un petit peu de tout. Plutôt des aliments de saison, plutôt des aliments en circuit court. Bon, on commence à beaucoup parler de tout ça. Je pense que vous en savez beaucoup là-dessus. Je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, mais pour un bon développement de nos petites têtes blondes, la bonne alimentation est nécessaire. Il y a des subterfuges, il y a des enfants qui ne mangent que des pâtes, il y a des enfants qui ne mangent que des chips, il y a des enfants qui ne supportent pas le vert, enfin, la couleur verte, donc tout ce qui est vert. Il y a des enfants qui ne supportent pas la couleur orange. Voilà, c'est le cas de mon fils. Faut user de subterfuges. Ce qui va permettre de faire ça, c'est de faire les courses avec eux. Alors de céder, évidemment, non pas aux sirènes de Nutella et de gâteaux et de choses comme ça, mais d'être force de proposition, de leur faire découvrir, comme sur la photo, de leur mettre une toque sur la tête et puis 1 ou 2 jours par semaine, les faire participer à la cuisine. On trouve des choses très simples à faire sur Internet et puis qui peut leur procurer beaucoup de plaisir et de mise en valeur. Le petit déjeuner, le goûter, on en a parlé déjà. Hein, le petit-déj, pas de sucre, pas de sucre, pas de sucre. Alors, quoi prendre? Ça peut être un œuf, ça peut être du fromage, ça peut être du jambon, ça peut être du pain le moins sucré possible. Moi, j'aime beaucoup le pain des fleurs.
avec des farines de riz, farine de châtaigne. C'est croquant, c'est croustillant. On met du beurre là-dessus, c'est très sympa. Ça peut être aussi certaines céréales qu'on va trouver en magasin bio qui ne seront que très très peu sucrées. 6-12 ans, ça y est, le grignotage commence. Donc attention à ça, attention à ce que vous mettez dans les placards pour les faire grignoter. Évidemment, les gâteaux, tous les espèces de chips qui contiennent même pas de pommes de terre, tout ça. Attention, laissez des fruits secs, des amandes, des noix, des abricots secs, des figues, des dattes, tout ça, c'est du naturel. C'est bon. Ça, ils aiment ça, des raisins de Corinthe. Ma fille aimait beaucoup ça quand elle était petite. Et puis toujours insister, et ça peut être l'objet de discussions tous ensemble à table, de comment est-ce qu'on mâche, hein, et de s'interpeller à ce sujet-là, de façon à ce que, comme le montre le dessin que j'ai fait en bas, de façon à ce que la mâchoire, le crâne grandissent dans les meilleures conditions. L'orthodontie, là je vous ai mis un livre qui est très 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 sympa. Apprenez à respirer à vos enfants, qui explique pourquoi, comment, les astuces, hein, tout ce que je vous disais sur le rôle de la respiration dans la croissance du massif facial. Donc, l'orthodontie entre 6 et 12 ans va permettre aussi de régler les problèmes de respiration, de langue, de diction, quand ces 3 éléments-là ne sont pas justement les éléments qui alertent. Mon enfant a un tic de prononciation, problème. Mon enfant place sa langue ou postillonne, a une béance, problème. Mon enfant respire par la bouche, ronfle. Eh bien, tout ça, à cet âge-là, ça se traite. Et on peut commencer à faire de l'orthodontie de façon très précoce. Tout ça peut être décelé lors des contrôles chez le dentiste avant la puberté. Important avant la puberté parce que la force de croissance dans un sens n'est pas encore là, on peut influencer. Il existe plusieurs solutions de traitement, vous les connaissez, hein, maintenant il y a des gouttières, il y a des systèmes avec des bagues ou des appareils qui sont au palais, qu'on active pour faire grandir la mâchoire. Hein, et encore une fois, le rôle hyper important de la mastication dans la croissance et de la langue aussi. À cette période-là, 6-12, on commence à faire des sports ou des activités qui peuvent être un petit peu plus toniques qu'entre 0 et 6. Donc là, on se protège-dents. Alors il y a des protège-dents que l'on trouve dans les magasins de sport, qui sont plus ou moins adaptables. En cabinet dentaire, certains dentistes vous proposeront aussi des protège-dents comme qui tiennent bien. Je vois qu'il y a un problème de connexion. François, on vous entend bien. On vous voit moins, mais on vous entend bien. Ah, regarde. Alors, il semblerait que notre intervenant ait un petit souci de connexion. Je pense qu'il va tenter de se reconnecter. Ce sont les aléas du direct. Exactement. Et je pouvais aborder les sujets des questions, mais en fait, le docteur Thibault doit être là pour pouvoir y répondre. Nous, ça serait bizarre qu'on puisse répondre à toutes ces questions-là. Donc, on attendra un petit peu pour le faire.
On espère que ce n'est pas une coupure Internet qu'il a eu. Dans l'attente, alors je passe le message à Anne-Claude qui nous a peut-être quittés, parce qu'elle devait s'en aller. Vous recevrez à l'issue du webinaire, quand il se terminera, un questionnaire de satisfaction, ainsi qu'en fait un lien pour regarder le replay. Donc quand vous regarderez le replay, vous pourrez passer cette séquence-là, puisque vous n'apprenez pas grand-chose. Donc tout arrivera à la fin du webinaire automatiquement. Je vois qu'il essaye de se connecter. Ça donne un petit peu d'espoir. Le docteur est en train de revenir. Il y a une coupure Internet. Merci Steve pour ces informations. Ah. Me revoilà. Me revoilà. Bon. Super. Rebonsoir François. Rebonsoir. Désolé, ça a coupé pour une raison complètement indépendante de ma bonne volonté. Je retourne. Accrochez-vous, ça va défiler. Okay. On était. Alors, je reprends peut-être au moment de l'adolescence. Hein, donc le rôle des parents, stimuler, soutenir, renforcer, informer et exiger dans certaines conditions, puisque il y a des choses qui sont négociables, d'autres ne le sont pas, comme l'hygiène bucco-dentaire. Hein, et il faut donner des moyens d'information, il faut aller se renseigner, il faut partager des infos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Donc c'est vraiment la période où il faut y aller à fond. Les moyens techniques d'hygiène vont être identiques, hein, mais peut-être qu'il faut être là un petit peu plus encore derrière leur dos. Entre 12 et 14, la salle de bain n'est pas forcément l'endroit le plus fréquenté du monde. À partir de 15 jusqu'à 18 et les années qui suivent, ça devient peut-être l'endroit le plus occupé du monde. Et 1 heure, 2 heures dans la salle de bain fermée, je pense que ça doit parler à beaucoup de gens. C'est aussi la période des expériences, avec le risque des addictions, alcool, tabac, drogue dure. Voilà, faut se méfier, ça dépend souvent des fréquentations. Alcool, tabac et drogue vont évidemment avoir une influence sur le corps en général et sur la bouche en particulier. Donc, faut être vigilant, faut informer, faut soutenir, faut communiquer, partager. C'est à ce moment-là que ça se met en place. Et pour l'avenir de la bouche, des dents, des gencives, des poumons, faut être très vigilant à ce moment-là. La laine, c'est une préoccupation souvent très importante chez les ados. Un problème d'haleine à cet âge-là est très, très, très rarement d'origine gastrique. C'est souvent un problème d'hygiène. Hein, donc, je rappelle, fil dentaire, brosse, hydropulseur et brossage de la langue. C'est aussi à ce moment-là où on peut repérer s'il y a eu un petit peu d'alcool ou de tabac sous toutes ses formes. La laine s'en ressent immédiatement et c'est pas forcément à cause du paquet que l'on garde du copain, parce que les parents du copain ne savent pas qu'il fume. J'ai eu le cas à la maison. Le baiser, c'est aussi une chose très importante. C'est
Et ça peut être aussi une motivation pour contribuer à une bonne hygiène bucco-dentaire. C'est évidemment important à tout point de vue. L'alimentation, eh bien, le rôle des parents va toujours être le même, soutenir, expliquer, renforcer, exiger, toujours des choses non négociables, dialoguer beaucoup, 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 beaucoup. Quand on voit un jeune garçon, comme sur la photo en bas, avec son verre de coca, ses hamburgers et son téléphone, on se doute bien qu'au niveau de son organisme et sa physiologie, ça va pas aller du tout dans le bon sens. Et je conseille à ce titre-là l'excellent livre du docteur Yannick Guillodeau, qui est médecin à Brest, qui travaille à la fac de Brest, qui s'appelle Le smartphone tue, qui explique très bien les conséquences qu'il peut y avoir sur le sommeil, l'alimentation, la physiologie, la croissance du corps en général. Donc, aussi pour l'alimentation, faire participer, expliquer. Les dangers du sucre et de l'alimentation transformée. Là, nos jeunes ont leur argent de poche, s'achètent ce qu'ils veulent quand ils sont ensemble, des hamburgers de marques diverses et variées, des gâteaux, des bonbons, des gâteaux, des iced tea et du coca. Au secours. Au secours. Donc là, je pense que la seule possibilité, c'est vraiment d'informer, de dialoguer, en faisant part en tant que parent de son inquiétude, de son souci de voir son enfant bien grandir et de peser et mesurer avec lui les avantages et inconvénients d'une forme d'alimentation et d'hydratation, sachant que le coca et l'hamburger, c'est pas forcément jamais. Ça peut être de temps en temps, mais il faut que ça reste festif et que ça ne soit pas une habitude du quotidien. Le grignotage, on en a parlé tout à l'heure, pour les mêmes raisons. Nos ados qui sont en pleine croissance avec un organisme qui souffre énormément de cette puissance et cette demande d'énergie de croissance sont des jeunes gens fatigués, qui se couchent très tard parce qu'ils sont sur leur téléphone très tard et qui, à 8 heures le matin, sont déjà au bout de leur vie. Voilà. Bon, faut communiquer absolument pour éviter ça, ou du moins le minimiser le plus possible. L'orthodontie, il est encore juste temps. C'est globalement bien accepté par tous les ados. Le pic pubertaire a commencé, les influences génétiques innées ou acquises vont avoir de la force, donc évidemment, nul besoin d'attendre que toutes les dents de lait soient tombées pour agir, il faut avoir dépisté précocement. Maintenant, on peut toujours agir à cet âge-là, c'est un petit peu moins facile. Souvent, les orthodontistes vont faire sauter les dents de sagesse pour soi-disant faire tenir le résultat du traitement orthodontique. Si la mastication, le placement de la langue sont bien là, le traitement ortho crée des belles arcades et il n'y a pas besoin d'enlever les dents de sagesse. Maintenant, dans certains cas, une bouche vraiment petite, des dents de sagesse très grosses, ou foncièrement mal placées, bon, là, effectivement, il faut se résoudre à les faire enlever. Mais en tous les cas, c'est un vrai sujet de discussion entre les parents, entre l'ado et le praticien, pour en mesurer vraiment tous les effets. Par exemple, je vous parlais en début de séance des effets sur les articulations. Quand un ménisque est vraiment abîmé, après c'est à vie. Les influences, les réseaux sociaux, là je vous ai mis quelques photos un petit peu rigolotes. Une langue qui est pleine de piercings. Alors vous vous doutez bien que pour la mobilité de la langue, pour l'hygiène, pour le risque infectieux, voire hémorragique, pour la phonation, c'est une horreur, c'est une hérésie. Au secours. Pour les petits bijoux collés sur les dents, j'aime pas du tout non plus, parce que
La colle va protéger la surface des dents et ça peut très bien, avec un coup de coca ou d'alimentation très sucrée, abîmer tout autour. Le jour où on décide de décoller les petits strass, la zone protégée est saine et tout autour, c'est tout blanc avec un départ de caries blanchâtres. Il y a une mode qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est les facettes avec des dentistes qui acceptent chez des jeunes de tailler les dents, on appelle ça des dents de requin. Ces dentistes-là devraient être interdits d'exercice, à mon sens, et ces gamins devraient être mieux informés et avoir un soutien psychologique plus avant de se faire ça, parce que c'est quelque chose de définitif sur des organes vivants. Ils ont 20 ans, 25 ans, et c'est une horreur. Beaucoup de traitements orthodontiques par aligneur aussi qui sont proposés sur Internet. Alors oui, mais non, parce que là, ce sont des entreprises qui veulent faire que de l'argent. Le diagnostic orthodontique n'est pas bon. Et si le traitement n'est pas suivi correctement, ça peut créer beaucoup de problèmes. Donc on n'y touche pas, on fait confiance à son dentiste ou son orthodontiste. Blanchiment, pas avant 18 ans. Les dents ne sont pas, la surface d'émail avant n'est pas assez mature pour faire un blanchiment. Donc, on n'y touche pas encore. Il y a des indications très précises, des contre-indications très précises aussi. Donc, pour ressembler à une influenceuse ou un influenceur sur Internet, eh ben, on arrête le tabac, on arrête le café, on se brosse bien les dents et ça va aller beaucoup mieux. Et puis, on prendra une décision un petit peu plus tard à 18-20 ans. Mais avant 18 ans, en tous les cas, on n'y touche pas. Et de la même façon, on ne touche pas aux produits qui sont en vente libre sur Internet. Ce sont des produits chimiques, hein, donc attention. En conclusion, je vous ai dit beaucoup de choses, je pense. Avec votre dentiste, il y a cette possibilité qui est offerte à tous nos jeunes de faire un BBD, hein, ce sont les campagnes MT-Dents, BBD pour bilan bucco-dentaire, de 0 à 24 ans. C'est une consultation toutes les 3 ans, gratuite, et qui, si des soins sont nécessaires, sont remboursés à 100% par l'assurance maladie, donc il n'y a même pas besoin de mutuelle. Ça permet de recevoir tout un tas de conseils de prévention, et un jeune sera souvent beaucoup plus sensible aux conseils de quelqu'un d'extérieur plutôt que des parents qui sont énervants, gavants, qui saoulent nos jeunes. Et en prévision de la vie future de l'adolescent, qui n'est pas encore un adulte, qui peut être un jeune actif ou un étudiant, qui sort du cocon familial, toujours accompagner, informer, éduquer le mieux possible, hein, pour une belle vie bucco-dentaire. Voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir. J'ai peut-être dit beaucoup de choses, parlé un petit peu vite, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Voilà, Thierry, à toi. Merci. Oui, je prends le relais sur toutes les questions qui ont été posées. Alors, un premier cas, je ne sais pas si ça arrive souvent. Une dent de lait molaire du fils de Claire est sortie, elle était déjà abîmée. Est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent, qu'une dent sorte et déjà abîmée? Et après, voilà. La question, c'est est-ce que celle qui va le remplacer, elle va être abîmée aussi? Alors, ça peut arriver. On appelle ça une amélogénèse imparfaite. C'est une mauvaise formation de la trame cristalline de l'émail. Et quand la dent va sortir, elle va avoir un aspect un peu opalin, comme de la craie, qui peut être un petit peu jaunâtre sur les bords. Et c'est effectivement de la craie. Hein, donc, ça se délite très vite, ça se carie très vite. On n'en connaît pas vraiment les causes. Ça peut être des problèmes de manque de certaines vitamines A, C ou D. Ça peut être aussi un problème infectieux pendant la grossesse. Ça peut être génétique. Voilà, on n'est pas vraiment sûr de l'origine de ça.
Maintenant, une dent de lait qui a été touchée par ça, puisque la minéralisation des dents de lait, et qui commence vraiment très tôt pendant la vie intra-utérine, et la minéralisation des dents définitives, elles ne se font pas en même temps. Donc, un événement qui se produirait à un moment donné pendant la vie intra-utérine n'aura pas de conséquences un petit peu plus tard. Donc, en clair, si ça arrive sur une dent de lait, la dent qui va lui succéder ne sera pas forcément touchée. Maintenant, s'il y a un problème infectieux pendant la période de minéralisation des dents définitives, donc typiquement des otites, par exemple, chez un enfant de 3 ans, des otites souvent chez un enfant qui ne respire pas bien par le nez, j'en profite, peut conduire, dans certains cas, à une amélogénèse imparfaite. Ok. Une autre question sur le brossage des dents le midi. À partir de quel âge? Oh, bah, qui peut le plus, peut le moins. Moi, je suis pas un ayatollah du brossage pour le midi. Si ça peut se faire, tant mieux. Si ça ne se fait pas, je pense pas que c'est en un seul repas ou une interséance entre le brossage du matin et le brossage du soir qu'il peut y avoir beaucoup de dépôts et puis qu'il peut commencer à y avoir une attaque acide. Donc si ça se fait, tant mieux. Si c'est bien fait le matin, bien fait le soir, c'est suffisant. Thierry, je reviens un tout petit peu sur l'amélogénèse imparfaite parce que j'ai pas dit la conduite à tenir dans ce cas-là. Ça, c'est important. Alors, effectivement, on peut mettre un petit peu de fluor, mais ça va surtout être les influences de la vie courante sur l'alimentation, sur les acides et sur le respect du microbiote. Hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Le microbiote, la flore bactérienne, si elle est déséquilibrée, elle risque de provoquer des caries ou des inflammations. Donc, c'est à ces 3 points-là, sucre, apport acide et respect du microbiote, qu'il va falloir être très attentif. Ok. J'avais aussi une question d'âge. Sur les brossettes, l'utilisation des brossettes, est-ce qu'il y a par exemple un âge minimum pour pouvoir les utiliser? Alors, les brossettes vont bien nettoyer les espaces entre les dents, si tant est qu'il y ait des vrais espaces entre les dents. C'est rare qu'on ait des grands espaces entre les dents chez les enfants, même chez les jeunes adultes. Ça commence à se voir plutôt chez le vrai adulte, 30, 40, 50. Une brossette, contrairement à un fil dentaire, ne va pas nettoyer le point de contact entre chaque dent. Et c'est au niveau de ce point de contact qu'il peut y avoir des rétentions alimentaires et sucrées et acides et faire démarrer les caries. Donc, la brossette, je dirais que c'est pas l'accessoire de prédilection chez nos jeunes. La première consultation de l'enfant chez le dentiste, c'est vers quel âge ou c'est à quel âge? Première consulte, bon, sauf traumatisme ou grosse interrogation, parce que les parents ont des peurs ou des questionnements, les dents de lait n'arrivent pas, ou le petit qui est tombé sur une dent de lait qui a expulsé une dent. Bon, là, il y a effectivement des choses à faire. Dans la théorie, moi, j'aime bien 3-4 ans. 3-4 ans parce qu'on commence à établir un vrai dialogue. On peut discuter avec l'enfant. À 4 ans, l'enfant ne reçoit pas une information de façon incompréhensible. À 4 ans, il pige. Il pige ce qui se passe. On peut lui montrer avec un miroir. On peut commencer à lui montrer avec une brosse à dents. 3 ans, très objectivement, la proprioception, les modalités d'acquisition pour le brossage ou l'hygiène sont quand même très très floues. Ok. On continue avec les questions. Le fils de Claire a la base des dents jaunes. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Alors, oui ou non. Si c'est jaune, si c'est jaune couleur, allez, on va dire moutarde claire ou jaune d'œuf,
Ça peut être certainement un défaut de brossage assez régulier pendant un certain temps. Et c'est une très fine couche de dépôt de tartre qui commence à se faire et qui va se colorer tout doucement en jaune. Bon, c'est sur des dents de lait, c'est pas très très grave. C'est un signe qu'il faut peut-être accentuer un petit peu plus le brossage, mettre des moyens complémentaires en place, révélateur de plaques par exemple, et éventuellement procéder à un micro-détartrage chez le dentiste, qui fera ça avec un instrument, tout doucement, tout doucement. Il arrive aussi que sur des dents de lait, on voit un liseré noir qui apparaissent sur toutes les dents, et même avec une bonne hygiène. C'est une pigmentation qui se fait à partir d'une certaine bactérie, aucun caractère de gravité, ça s'enlève mais ça revient, et assez étonnamment et magiquement, à l'adolescence, ça disparaît. Ça n'accroche pas sur les dents définitives, parce que la trame minérale n'est pas tout à fait la même. Donc ça s'en va et ça revient, et ça finit par s'en aller pour de bon. Voilà. C'est ça. Et c'est fait de petit rien. Et puis une dernière question, parce qu'on a un petit peu dépassé, on a parlé beaucoup des sodas, mais est-ce que les sirops à l'eau, les jus de fruits, est-ce qu'ils sont autant nocifs que les sodas? Bien sûr, ouais. Les sirops, c'est que du sucre. Les jus de fruits qui sont vendus, alors des concentrés de fruits ou des jus de fruits, il faut regarder les étiquettes précisément, mais ce sont quand même des bombes de sucre. Un jus d'orange le matin, c'est une bombe thermonucléaire de sucre et qui, en l'espace de 10 minutes, affole le pancréas, fatigue le pancréas parce que tous les matins, il doit envoyer de l'insuline à bloc. Ça peut générer à terme des problèmes de prédiabète. Donc il faut faire attention. Un jus d'orange, un fruit, une orange doit être mangée avec les fibres. Les fibres du fruit tamponnent, modèrent l'activité du sucre et de l'acide. Donc un fruit se mange avec les fibres. Alors, exceptionnellement, oui, mais un jus d'orange tous les matins, non. Décemment, non. Ok. Nous arrivions à la fin des différentes questions. Je vais passer la parole à Nathalie qui va clôturer cet événement. Très bien. Merci beaucoup en tout cas François pour toutes ces informations précieuses. Merci à tous pour ces échanges et pour vos questions. Donc n'oubliez pas de vous inscrire à nos prochains webinaires sur le lien Livestorm qui figure dans la barre de conversation en haut à droite. Et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. N'oubliez pas de répondre à notre questionnaire de satisfaction qui va s'afficher à votre écran juste à la fin de ce webinaire. Voilà. Merci à tous. Très bonne fin de soirée. Au revoir. Très bonne soirée à tous. Avec des bonnes dents.